des épéistes qui ont réussi à conquérir la moitié du monde, et Rancandel. Il s'agit d'une famille d'illustres épéistes, où chacun possède un talent exceptionnel. Ses membres sont devenus les maîtres incontestés de ce monde. La devise des Rancandel était combattre, conquérir, travailler. Et un héros appartenait à cette famille. Gène Rancandel, le plus jeune des Rancandel. Lors de la cérémonie de sélection, le héros a choisi l'épée de gloire de la famille. Il s'agissait de prouver que le héros dirigerait la famille. Le père est heureux que son fils ait choisi une telle épée. Le héros était sûr que le succès et la gloire l'attendraient à l'avenir. Mais la vie avait décidé de prendre un autre chemin. Le héros n'avait aucun talent pour l'épée. Il était la honte d'une famille d'épéistes de haut niveau. Le héros a été approché par deux frères, qui ont immédiatement commencé à l'insulter et à le rabaisser. Ils se sont mis à railler le jeune homme. Le héros, quant à lui, n'était pas en état de répondre, il était très faible. Le frère aux cheveux blancs s'est approché et a demandé pourquoi le héros était silencieux. Il donna un coup de pied dans l'estomac du héros et lui dit qu'il devait répondre à ses grands frères. Le héros tomba. Il regarda l'épée en bois qui se trouvait à proximité. Le héros tendit la main pour prendre l'arme en bois. Mais il fut arrêté par le pied de son frère, qui lui avait marché sur le bras. Le héros s'écroula de douleur et de faiblesse. Le frère aux cheveux noirs montra quelques papiers et commença à se moquer en disant qu'il s'agissait des bases du maniement de l'épée. Le frère blanc brisa la lame et continua d'insulter le héros, qui supplia qu'on lui donne les écrits. L'épée en bois commença à se fendre et les papiers sur lesquels le héros avait placé son grand espoir se déchirèrent. Lorsque des choses aussi importantes pour le jeune homme furent brisées, il fut désespéré. Il demanda à ses frères pourquoi ils lui faisaient cela. L'homme aux cheveux blancs saisit le héros par les cheveux. Ils lui parlèrent d'essayer de le sauver pour qu'il ne se ridiculise pas davantage. L'homme aux cheveux noirs a touché la babysitter du héros. De façon surprenante, le gars l'a défendu. Il en avait toujours été ainsi. Les frères l'intimidaient, il n'avait aucun talent. Mais malgré cela, il continuait à s'entraîner tous les jours. Le héros voulait être reconnu, il a donc décidé de devenir un bon épéiste à force de travail. Au bout d'un certain temps, le héros fut tout de même chassé de sa famille. Il se tenait devant une porte qui s'était refermée sur lui pour toujours. Le garçon soupira avec nostalgie. On lui avait dit qu'on avait pris note de ses efforts et qu'on l'avait laissé vivre pour cette raison. C'est ainsi que le héros fut chassé de sa famille à l'âge de 25 ans. À cette époque, il a eu la chance de rencontrer un maître. La jeune fille a pu lui montrer qu'il avait du talent. Il s'est avéré que le talent du héros n'était pas le maniement de l'épée, mais la magie, qui était interdite dans sa famille. 3 ans plus tard, le héros fait des recherches sur la magie et ses propriétés. Soudain, un brouillard noir le recouvrit. Il y avait une ombre solide tout autour du garçon. Derrière lui, il entendit une voix. Le héros se retourna et demanda qui c'était. La créature se présenta comme étant Solderay, le seigneur des ombres. Elle se tourna vers Jean. L'être lui proposa de passer un contrat avec lui. Il lui dit qu'il aurait non seulement le pouvoir de contrôler les ombres, mais qu'aucune malédiction ne pourrait l'affecter. L'être regarda sa poitrine et y vit une malédiction. Il en déduisit que le garçon avait été très détesté dans son enfance. Il s'approcha de lui et lui dit que le talent de Jean avait été scellé par une malédiction. Il s'agissait de l'illusion d'une lame, une malédiction capable de supprimer toute capacité de maniement de l'épée. L'entité comprit que c'était la malédiction qui l'avait attirée. Elle leva la malédiction et promit qu'aucune autre malédiction n'affecterait le héros. L'ombre demanda au héros de devenir un mage d'épée hors pair. Alors que l'obscurité commençait à se dissiper, le héros entendit l'entité dire qu'elle suivrait avec impatience son chemin. Le héros, surpris, resta debout dans la pièce. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, mais il ramassa instantanément sa lame. Il courut dans la rue, sortit la lame de son fourreau et la frappa.
Après avoir ramassé la lame, le héros comprit. Maintenant, il allait pouvoir réaliser son rêve. Souriant, le héros poursuivit son entraînement. Il décida d'ajouter des coups magiques et l'effet fut stupéfiant. Jin était incroyablement heureux du fait qu'il avait maintenant la possibilité de devenir beaucoup plus fort. Les soldats observaient tout cela. Au bout d'un moment, le héros se réveilla couvert de sang. Il entendait des cris. Son corps était enveloppé dans les troncs du bâtiment en ruine. Dans cette position, le héros commence à perdre conscience. Il n'arrivait pas à croire qu'il allait mourir ainsi, dans son sommeil. Jin était attristé par le fait qu'il n'avait jamais pu libérer son potentiel. Soudain, il se réveilla dans une prairie d'un vert éclatant. Autour de lui se trouvaient les membres de la famille Rancaldan. Il vit les épées devant lui, mais n'avait aucune idée de ce qui se passait, car il venait de mourir. Gilly, son infirmière, lui dit de garder la tête haute. Le héros vit l'épée qu'il avait vue dans sa vie antérieure. Barizada. Il s'agissait d'une cérémonie de sélection, car Jin renaissait et remontait le temps. Il commença à ramper vers la lame. Il réfléchit au fait qu'il n'avait qu'1 an. Le garçon saisit l'épée. Les membres de la famille sursautèrent immédiatement lorsque le héros choisit l'épée du chef de famille. Le garçon était déterminé à devenir le prochain chef de famille. Certaines personnes n'arrivaient pas à y croire. D'autres étaient jaloux et heureux que le gamin ait pris l'épée du chef de famille. On annonça que la cérémonie était terminée et que le plus jeune avait choisi la barizada. L'ordre fut donné d'emmener l'enfant au château de Storm. 6 ans plus tard, le château de la tempête. Le héros tenta d'atteindre l'étagère. Il n'y est pas parvenu à cause de sa petite taille. Agrippé à une chaise, le héros réfléchissait au fait que cela faisait 6 ans qu'il n'était pas apparu dans le passé. Le héros parvint à atteindre le livre et se dit qu'il lui restait encore 3 ans à passer au château. Tenant le livre dans ses mains, le garçon se dit qu'il s'ennuyait beaucoup. Le héros entendit un bruit. Il demanda ce qui s'était passé et vit une servante effrayée. Elle lui dit qu'il y avait un oiseau mort dans sa chambre. Le héros se demanda s'il savait qui était capable de faire une telle chose dans le château. Les voix des frères aînés se firent entendre. Ce sont les mêmes frères qui ont nargué le héros dans le passé. Black dit qu'il était désolé que les serviteurs aient découvert leur don en premier. Blanc confirma les paroles de son frère et exprima sa déception que le héros n'ait pas reçu le cadeau. Ils demandèrent au garçon s'il avait aimé le cadeau et il baissa les yeux d'un air éteint. Le héros savait que ces deux-là deviendraient des tueurs impitoyables. Mais il pensait maintenant au fait qu'il n'avait que 9 ans et qu'à cet âge, il pouvait tuer un pauvre oiseau juste pour énerver leur frère. Le blanc demanda au héros de ne pas rugir et le noir sourit. Le héros ne répondit en rien au brute. Ils ont continué à le harceler. Le héros a failli dire quelque chose. White a demandé à répéter ce que Jen avait dit. Il a saisi le héros par l'épaule et avait l'intention de lui donner un coup de poing en plein visage. À sa grande déception, son coup manqua sa cible, le héros l'attrapa de sa propre main. Le visage de son frère changea immédiatement, il semblait même un peu effrayé. Jin ordonna à l'homme blanc de se taire et donna un violent coup de poing sur la mâchoire de son frère. Celui-ci commença immédiatement à demander comment il avait osé, mais avant qu'il ne puisse parler, il reçut un autre coup. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un autre coup de poing arrive. Le héros rappela son poing avec un peu d'énergie. Maintenant que sa patience était à bout, il donna un coup de poing incroyablement dur sur l'estomac de son frère. Le héros avertit ses frères et leur conseilla vivement de rester hors de sa vue. L'aîné est entré et lui a demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Il lui a demandé pourquoi le héros avait agi de la sorte. Jin dit que les frères se battaient entre eux, l'adulte ne le croit pas. Mais le héros a répété ses paroles. Sous une telle pression, il a dû accepter les paroles du héros. L'homme voulait emmener les enfants chez le médecin, mais le héros l'en a empêché. Il lui demanda de porter les frères et de le suivre. Il pleuvait dehors. Le héros demanda à laisser les frères dehors sous un arbre.
L'homme demanda au héros s'il était sûr de ce qu'il faisait. Jin, cependant, avec un regard très féroce, dit que les frères devaient réfléchir à leur comportement. L'homme n'osa pas discuter. Le héros rentra chez lui et l'homme le suivit. Il était plongé dans ses pensées. Il était très troublé par le fait que le pouvoir du héros ne ressemblait pas à une aura. En repensant à cet incident, il se dit qu'il s'agissait peut-être de magie. Si l'homme s'avère avoir raison, le héros aura de gros ennuis. Il avait l'intention de faire un rapport au chef. Il se tourna vers l'homme. Le chevalier demanda à Célère le cheval. Le héros regarda le chevalier demander un cheval. Jin comprit immédiatement que le chevalier avait l'intention de tout rapporter à son père. Il savait que Kan ne se contentait pas de les garder, mais qu'il les surveillait également. Le héros se dit que si cet homme décidait qu'il possédait de la magie, il n'abandonnerait pas si facilement. C'était l'énergie des ombres qui servait de preuve à son contrat avec le soldat. Grâce à ce pouvoir, le héros a pu comprendre que même la mort ne peut rompre leur contrat. Grâce au fait que le héros n'était pas affecté par les malédictions, son talent demeurait. Jin serra le poing, dans cette vie il ne connaîtrait pas la honte comme dans le passé, il était déterminé à tout changer. En souriant, il réalisa qu'il allait sans doute bientôt rencontrer son père. Au même moment, le chevalier avait déjà terminé son rapport. Son père réfléchit au fait que le plus jeune a battu les jumeaux. Le chef ordonna le rassemblement des bannermen. Il était déterminé à aller voir le plus jeune. Avant de partir, il fut informé que cette enseigne et 200 chevaliers avaient été convoqués. L'homme s'en réjouit. Les frères et sœurs aînés du héros iront également à sa rencontre. Marie demanda à frère Diffus s'il savait pourquoi ils avaient tous été convoqués. La jeune fille se plaignait de devoir battre les mages plutôt que de le faire, son frère s'interrogeait sur la raison, et il était peu probable que ce soit les jumeaux. Il lui dit que la tête était revenue au plus jeune. La jeune fille ne comprit d'abord pas pourquoi la tête allait au plus jeune frère, mais après s'être souvenue de l'épée qu'il avait sortie, elle comprit. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que pensait leur père, ce ne pouvait pas être la seule raison. Luna demanda à son fils de se taire. La jeune fille, elle, réfléchissait à la décision personnelle de son père d'aller voir le plus jeune. Il lui semblait qu'il était spécial aux yeux du chef. Le serviteur dit au héros que le chef arrivait. Le héros comprit que c'était le Kan qui avait tout raconté à son père. Le héros savait que le chevalier était stupide et qu'il avait probablement raconté tout ce qu'il avait vu. Jin avait déjà imaginé le rapport du chevalier dans son esprit, quelque chose du genre, ce type est fort, et son pouvoir n'a rien à voir avec l'aura ou la magie. Et le chef était probablement en route pour évaluer la grandeur de ce pouvoir. L'escouade arriva sur le site. Le père entra dans le bâtiment. Il ordonna qu'on lui amène les jumeaux depuis le seuil. Ils arrivèrent et s'agenouillèrent devant le chef. Le père leur demanda la raison de leur querelle avec le héros. Ils se regardèrent les uns les autres et commencèrent à accuser leurs frères de les avoir attaqués sans raison. Ils ont également mentionné que Jin les avait frappés avec une force inconnue qui ne ressemblait pas à une aura. Les plus petits commencèrent à dire que cette force était semblable à de la magie, ce qui était interdit dans leur famille. Ils continuèrent à s'accuser et les plus âgés les regardèrent avec un air d'oasis. Le père a arrêté les frères. Il leur dit de se souvenir d'une chose une fois pour toutes, ce n'est pas ainsi qu'ils pourront survivre dans la famille Rancandel. Les frères s'agitent. Le père ordonne que l'on fasse venir Jin. Le héros arriva et vit les jumeaux quitter les lieux. Le héros appela son père l'homme le plus fort et le plus indifférent du monde. Le chef était le plus grand héros et demi-dieu. Après que son père soit devenu chevalier, il avait perdu beaucoup de ses émotions. Aujourd'hui, cet homme n'est obsédé que par le clan et son développement. Pour un tel homme, quelqu'un qui n'est pas doué pour le maniement de l'épée n'est rien. Mais la situation est différente pour le héros. Dans cette vie, il était déterminé à se faire respecter par tout le monde. Jin entra dans la pièce. Ses frères et sœurs le regardent attentivement. Le héros s'agenouille et accueille son maître.
Le chef demanda pourquoi son fils l'appelait maître et non pas père. Le héros commença à expliquer, car il y avait des frères, des sœurs et des chevaliers présents. De nombreuses personnes observaient la scène, si bien que le héros décida qu'il s'agissait d'une visite officielle. Le chef dit qu'aujourd'hui il était venu pour une autre raison et que Jin pouvait l'appeler père. Il décida de répéter la même question que celle qu'il avait posée aux jumeaux. Qu'est-ce qui a poussé Jin à agir de la sorte? Le héros serra les poings et prononça un seul mot, vengeance. Il commença à expliquer ce qu'il avait dit, car chaque rancandelle doit riposter au mérite. Et il importait peu au héros qu'on lui fasse du bien ou du mal. Le père resta d'abord silencieux. Plus tard, il ordonna à tout le monde de partir et seul Jin resta. Les autres discutèrent pour savoir si le plus jeune avait réussi l'épreuve du chapitre. La fille a dit aux gens d'obéir à l'ordre du chef. Les gens ont commencé à quitter la pièce. L'une des sœurs était impatiente de savoir ce qu'il adviendrait de Junior. Derrière les portes qui se referment, on aperçoit deux silhouettes, un grand-père et son très jeune fils. Le père a été direct et a cité la renommée des jumeaux à propos de leurs pouvoirs inhabituels. Le chef a également rappelé aux garçons qu'il leur était interdit d'utiliser la magie. Il a commencé à presser l'enfant et lui a demandé quel genre de pouvoir il utilisait. Il mit également Jin en garde, car s'il s'agissait de magie, il n'en resterait pas là. Le héros décida de parler. Avant de le faire, il pensa que tant que son père serait au courant de ses pouvoirs, il ne le laisserait certainement pas tomber. Car c'est le pouvoir de Solderet lui-même. Jin a dit qu'il ne savait pas lui-même quel type de pouvoir, d'aura ou de magie. Il a décidé d'invoquer le pouvoir dans sa main pour le montrer clairement. Il a invoqué le pouvoir et a demandé à son père de l'aider à comprendre. La réaction du chef fut mitigée. Il voyait le pouvoir du fondateur de leur clan, l'énergie des ombres. Le chef pensa que ce n'était pas une coïncidence qu'il ait choisi la lame du chef, qui possédait donc aussi l'énergie des ombres. Il supposa que Jin était destiné à devenir le chef du clan. Le héros se tourna vers son père. Le chef dit que le pouvoir que possède le héros est le pouvoir de Solderet, un être suprême. Le garçon demanda à nouveau ce qu'était l'être suprême. Cet être avait passé un contrat avec le fondateur de leur famille dans le passé. Cependant, après la mort de Tomar, le fondateur du clan, la créature n'avait jamais été revue. Le père supposa que Solderet essayait de contacter la famille par l'intermédiaire du héros. Le héros décida de demander si cet être suprême était plus fort que le père. Le chef s'interroge. Il ne connaissait pas la réponse, car il n'avait pas encore eu à combattre des êtres supérieurs. Le héros réfléchit aux paroles de son père qui disait qu'il n'avait pas encore eu à le faire. Il pensa que c'était la meilleure réponse possible. Le père se tourna vers le garçon et lui posa la main sur la tête. Le chef félicita le garçon d'avoir posé la question, car il avait maintenant un grand sujet à aborder. Le directeur a admis que le fait de voir le garçon était la bonne décision. Enfin, le père a demandé au garçon comment il gérait son pouvoir. Jin répondit qu'il l'utilisait pour le bien de la famille. Cette réponse a fait sourire le chef. Il n'avait pas l'air d'apprécier cette réponse. Son père lui rappela ce que le héros avait fait et lui ordonna de ne pas mentir. Le héros comprit qu'il ne s'en sortirait pas, alors il décida de dire la vérité, il utiliserait ses pouvoirs pour atteindre ses objectifs. Le père hésite encore. Mais cette fois, la réponse lui plut. En partant, le chef promit de garder un œil sur Jin. Le héros put enfin expirer librement car l'atmosphère était vraiment tendue. Le héros était heureux que son énergie soit justifiée, mais il était également surpris que le chef s'y intéresse. En se remémorant le passé, le héros se rendit compte que cette vie serait l'exact opposé du passé. Sœur Marie a offert un cadeau à son frère. Elle l'appelait un cadeau spécial de sa sœur aînée. La jeune fille lui dit de bien le faire bouillir et de bien le mâcher. Et elle lui a demandé de devenir grand et fort. Le frère aîné parlait à Marie. Le héros, quant à lui, se demandait pourquoi exactement.
Le héros ouvrit la boîte et le serviteur qui s'y trouvait fut stupéfait. À l'intérieur se trouvait le cœur d'un phénix. Le héros fut immédiatement soulagé, car il s'agissait d'un objet de grande valeur. Marie était une chevalière de 6e rang, surnommée le Vent Violent. Mais il en existait un autre que peu de gens connaissaient, la Fureur des Terres du Sud. Le héros se demanda pourquoi sa sœur, folle de combat, lui avait offert un tel cadeau. On lui avait dit que s'il mangeait le cœur quand il était jeune, non seulement il deviendrait immunisé contre le feu, mais il grandirait aussi plus vite. Il se demanda si le cœur d'un phénix pouvait être utilisé par un mage de 6e rang pour invoquer. Jin supposa qu'il pourrait même être capable d'invoquer un phénix dans cette vie. Gilly s'excusa pour l'attente et apporta ce que le héros avait demandé. Elle prépara une soupe délicieuse et indiqua ce qu'il fallait manger avant qu'elle ne refroidisse. Dans le coin, les jumeaux regardaient, le héros leur dit de parler s'ils le voulaient. Les frères commencèrent à faire des allusions au héros pour qu'il partage la soupe avec eux. Le héros leur demanda s'ils voulaient vraiment la soupe à ce point et ils commencèrent à tâter le terrain. Le héros leur dit d'écouter attentivement. Finalement, les jumeaux se sont retrouvés dans une mine où ils creusaient le sol. Ils ont fait tout cela juste pour goûter la soupe. Au même moment, une silhouette se dessine sous la terre. C'était un homme enveloppé d'ombre. Il dormait doucement. Les frères rentrèrent à la maison. Le serviteur les vit et devint immédiatement nerveux car ils étaient sales. Le héros les félicita de leur retour et les complimenta pour leur travail rapide, mais les frères réclamèrent leur soupe. Le héros leur montre la table et leur dit qu'il les y attend. Ils regardèrent l'assiette et virent une triste scène, tout ce qui restait de la soupe était une petite partie dans des cuillères. Les frères étaient en colère et demandèrent s'il ne suffisait pas de leur donner à chacun une cuillerée de soupe. Le héros a répondu qu'il n'avait pas précisé la quantité de soupe que les frères recevraient pour leur travail. Comme le héros avait tenu sa promesse, les frères n'avaient plus rien. Un peu plus tard, le héros quitta la maison sous une pluie battante. Il se rendit à la grotte dont ses frères lui avaient parlé. Le héros tâtonna le mur et se rendit compte qu'un sort de premier rang suffisait. Le héros accumula Manu dans sa main. Il était très heureux d'avoir l'occasion de l'utiliser. Il dirigea son attaque vers le mur et un cercle magique apparut sur celui-ci. Le mur fut détruit avec succès et de nombreuses pierres volèrent dans différentes directions. Jin était heureux d'avoir enfin atteint l'endroit qu'il voulait. Il s'agissait de la chambre forte secrète de la famille Rancandel. Le héros pensa au fait qu'il n'avait jamais eu la chance d'être ici dans sa vie passée. Se souvenant des paroles de son frère aîné, il sut qu'il devait dire la phrase de code. Jin prononça « L'enfant Rancandel veut consoler le Murakan ». Après ces mots, la porte s'ouvrit. Cette chambre forte contient les secrets des familles que les Rancandel ont ruinées. Dans une vie antérieure, le frère a dit au héros qu'il ne devrait même pas connaître cet endroit. Mais même ainsi, maintenant que le héros renaît, ces mots l'ont aidé. Soudain, le regard du héros s'arrêta sur une chose étrange. Il s'agissait d'une capsule dans laquelle se trouvait un inconnu. En regardant de plus près, il vit que l'homme avait des écailles sur le visage. Il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un homme. Soudain, l'homme prit peur. Se souvenant du code qu'il avait prononcé, il comprit que le dragon noir Murakan se trouvait devant lui dans la capsule. Jin se souvint de l'histoire selon laquelle le fondateur de leur clan avait vaincu le dragon noir et que ce dernier était tombé dans un sommeil éternel. Le héros réfléchit et décida de partir, car il était plus intéressé par les livres qui contenaient les secrets de nombreux clans. Pendant que le héros cherchait des livres, le dragon remua les doigts. Le héros entra dans la pièce. Jin put enfin trouver la bibliothèque. Le garçon décida de commencer par les autres familles d'épéistes. En lisant le livre, le héros trouva la théorie trop compliquée, comme pour la magie de 3e niveau. Il était frustré de ne pas pouvoir emporter tous les livres avec lui, car il risquait de se faire prendre. Le garçon était déterminé à réécrire les livres pour que personne ne le soupçonne. Le temps passait, le héros copiait les livres, rentrait chez lui et les lisait. Plus tard,
il y retournait pour réécrire les livres. Jin entendit un bruit, il se leva d'un bond de sa chaise. Il pensait qu'il se faisait des idées, car il était impossible que quelqu'un entre ici. Mais un dragon fit irruption dans la bibliothèque et demanda qui était ce type. Jin ne comprenait pas pourquoi le dragon s'était réveillé. Ce qui effrayait surtout le garçon, c'est qu'il n'avait jamais entendu parler d'un dragon se réveillant dans sa vie antérieure. Le garçon décida de se calmer et de penser que, puisque le dragon était un gardien, il ne toucherait peut-être pas l'enfant s'il lui montrait du respect. Le dragon était très fâché de cet aveu. Muraka était furieux d'être traité de gardien pathétique. Il commença à crier après Jin, car il ne se considérait pas comme un minable serviteur. Plus tard, il hurla contre le fondateur pour avoir raconté aux descendants une telle hérésie. Après une crise de nerfs, le dragon s'assit et grimaça. Il était triste que la première personne qu'il ait vue à son réveil soit un enfant. Le rôti alla voir Jin et lui demanda pourquoi il sentait l'énergie de l'ombre. Le héros fit semblant de ne pas comprendre la question. Il était endormi depuis un millier d'années, mais il se souvenait parfaitement de l'odeur de l'énergie noire. Elle lui répondit que seuls ceux qui avaient passé un contrat avec un être supérieur de l'ombre avaient une telle odeur. Après ces paroles, le héros comprit que le réveil du dragon était dû à ses pouvoirs. L'homme commença à chercher la source de l'odeur. Le héros décida de tenter quelque chose. Le héros est allé voir le médecin et lui a montré son énergie noire. Jin avoua qu'il avait entendu dire par son père qu'il possédait de l'énergie noire. Le dragon tremble, il demande si c'est une blague. L'homme tomba à genoux et semblait prêt à pleurer. Celui qu'il avait attendu 1000 ans s'avérait être un enfant. Il y eut un silence gênant entre eux. Le dragon se tourna à nouveau vers le héros. Il dit qu'il avait fait une promesse et qu'il devait la tenir. Le héros se demanda quelle promesse le dragon avait faite à leur fondateur. Le dragon répondit qu'il ne pouvait pas l'expliquer maintenant et qu'il était peu probable que l'enfant comprenne. L'homme utilisa son énergie noire et commença à parler. Lui, en tant que dragon, est un représentant de Soldiret, son ami, le dernier descendant du premier être créé à partir des ombres. Selon le contrat millénaire, tu deviendras désormais un serviteur du héros. Jin est choqué par ce qu'il vient d'entendre. Un dragon aussi énorme veut le servir. Le dragon demanda le nom du héros. En souriant, le héros donna un coup de poing au dragon et se nomma Jin Rankandel. Le plus jeune enfant de la famille. Le mont Murakan, ce lieu au vent violent, porte le nom d'un dragon. Il y a longtemps, un dragon régnait sur ces terres, mais le fondateur l'a tué et il est devenu le gardien de sa famille. Le héros marchait et réfléchissait à ce qui venait de se passer. Quiconque conclut un contrat avec un être suprême doit avoir un gardien dragon, mais on n'avait jamais entendu parler du gardien dragon de Soldiret. C'était probablement dû à son hibernation. Le héros salua l'homme. Le dragon était content que le héros soit venu le voir, car Jin avait apporté de la nourriture. Le héros cachait Murakan dans la bibliothèque depuis longtemps. Le héros demanda au dragon pourquoi il combattait Tomar. L'homme, cependant, se retourna et dit qu'il ne se souvenait pas car c'était il y a 1000 ans. Le héros put comprendre une chose importante, le dragon aimait beaucoup le gâteau aux fraises que sa nounou avait préparé. Le héros écrivit tout ce que le dragon avait dit à Egor. L'homme demanda au garçon s'il avait compris quelque chose de ce qu'il avait dit, et le héros admit qu'il n'avait compris que 30% de ce qu'il avait dit. Le dragon dit au garçon de ne pas s'inquiéter, beaucoup de jeunes de son âge ne comprennent rien, donc les autres sont aussi paresseux. Le héros dit qu'il y a des différences. Il n'est pas un enfant ordinaire, il est un Rankandel, il ne peut pas se permettre cela. Le héros avait 12 frères et sœurs et d'autres membres de sa famille. Jin avoue que s'il veut les écraser tous, il devra faire des efforts. Le héros demanda ce que le fondateur de leur clan comprendrait du livre. En même temps, le garçon se demandait à quoi il ressemblerait comparé à l'homme le plus fort de l'histoire. Le dragon réagit de manière ambiguë, il dit qu'un témar de l'âge du héros n'aurait pas été capable de lire ne serait-ce qu'une page. Le dragon admit que la théorie n'est pas toujours importante,
car le Témar n'a pas lu de livre et s'est battu brillamment. L'homme dit que le héros avait du potentiel, mais qu'il n'était toujours pas à la hauteur du Témar. Le garçon demanda s'il serait un jour capable de fonder une famille. Le dragon a répondu par l'affirmative. Le héros a un contrat avec un soldat, oui, et il est capable de lire des écrits aussi complexes. L'homme posa sa main sur la tête du héros et lui dit qu'il était encore jeune et qu'il devait continuer à s'entraîner. Le dragon encouragea Jin en lui disant qu'il pourrait même surpasser le fondateur. Le garçon ne le croyait pas, mais le dragon était sûr de ses paroles, il raconta comment s'appelait l'être suprême. L'infini. Le dragon expliqua que le pouvoir du soldat est illimité, et qu'en tant qu'humain, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Le dragon décida d'enseigner au héros une technique secrète pour lui remonter le moral. L'homme présenta fièrement la technique qu'il voulait enseigner au héros, libérer l'énergie de l'ombre. Le garçon était intéressé par ce que le dragon voulait lui apprendre. Le dragon répondit qu'ils apprendraient avec soin et progressivement, mais le héros demanda par où il commencerait. L'homme dit à Jin d'apprendre à débloquer le mana. Le garçon posa la question habituelle dans une telle situation, pourquoi? Le dragon expliqua que pour libérer l'énergie de l'ombre, il fallait être capable de contrôler le mana sans faille, et que cela leur prendrait 2 à 3 ans. Jin n'était pas très heureux à l'idée de devoir y consacrer beaucoup de temps. Le dragon expliqua qu'on ne pouvait rien apprendre sans connaître les bases, et le héros invoqua Manu dans sa main. Le garçon le montra au dragon et lui demanda ce qu'il devait faire ensuite. L'homme fut incroyablement surpris par ce que le héros lui montrait, et il lui demanda comment il y était parvenu. Le héros répondit qu'il était capable de faire cela depuis longtemps. Le dragon dit qu'ils allaient devoir apprendre à déplacer le mana, et le dragon fit ce que l'homme avait dit en un clin d'œil. Devant une telle rapidité, le dragon qualifia le garçon de génie et décida de lui montrer à quoi ressemblait la libération de l'énergie de l'ombre. Le héros fut ravi et rangea son mana. Le dragon expliqua et fit le parallèle, l'énergie de l'ombre est tirée des ombres. L'être suprême a créé toutes les ombres de leur monde. Les ombres émises par le dragon commencèrent à inonder tranquillement la pièce. Les ombres se mirent à bouger et le dragon continua. Le héros, en tant qu'ambassadeur d'un être suprême dans le futur, pourrait devenir le seigneur des ombres. Le dragon demanda l'avis du héros. Jin était fasciné par la puissance qu'il était capable de voir. Au même moment, à un autre endroit. Le chevalier s'approcha de Luna, la grande sœur du héros. La jeune fille lui dit qu'ils allaient bientôt s'occuper du balayage, dans environ 4 mois. La jeune fille avait un regard nostalgique. Prenant son arme sur le cadavre du monstre qu'elle avait tué, elle demanda. Qu'est-ce que les enfants de 9 ans aiment? Un peu plus tard, les jumeaux quittèrent le château de Storm, héros leur souhaitant bonne chance. Le héros fut accueilli par sa nounou. Elle le félicita pour son anniversaire, le héros fêtait ses 9 ans. Le héros remercia Gilly et lui demanda de donner un morceau à tout le monde. Jin est abordé par le chevalier. Il s'approcha et s'excusa de l'avoir interrompu. Au même moment, la sœur aînée était déjà dans le château. Elle était arrivée chez Jin et le chevalier lui en avait parlé. Le héros et sa nourrice furent très surpris. C'était la sœur aînée, le premier enfant du chef de famille, un chevalier de 9e rang, la baleine blanche Luna Rancandel. La jeune fille, bien que premier enfant, n'était pas intéressée par le pouvoir, et semblait donc être une baleine blanche et solitaire. C'est pourquoi Luna ne s'est jamais souciée des autres enfants. Dans sa vie passée, ils étaient plus des étrangers que des membres de sa famille. Et voilà que cette fille avait décidé de venir au château sans prévenir. Le héros supposa qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Il craignait que le maître ne découvre qu'il se trouvait dans la bibliothèque secrète. Le héros se tourna vers Luna. La jeune fille, de son côté, remarqua que le héros avait grandi. Le héros dit que s'il avait su que sa sœur venait, il se serait habillé convenablement, et la fille lui caressa la tête en le trouvant mignon. La sœur s'inquiète du fait que le héros a l'air malade.
Le garçon avoua qu'il n'était pas malade, juste un peu nerveux, ce qui provoqua une réaction de la part de sa sœur. Le héros continua à parler, car c'était la première fois qu'il voyait sa sœur de si près et il était très nerveux. La jeune fille était plongée dans ses pensées, elle pensait que son frère pensait qu'elle était venue l'espionner. Elle serra les poings. Son visage était sinistre car elle n'avait même pas l'intention de le suivre. Elle avoua qu'elle s'était comportée de manière irrespectueuse. Jin ne comprenait pas ce qui se passait et demanda de quoi parlait sa sœur. La fille dit qu'elle n'aurait pas dû oublier que le gars était rancant d'elle. La sœur s'est excusée d'un air attristé. Elle s'est agenouillée et a commencé à parler. La fille voulait demander à Jin de parler en privé. Le héros était soulagé que sa sœur veuille lui parler. Jin dit que bien sûr, cela ne le dérangeait pas de discuter avec la jeune fille. Sa sœur s'assit sur une chaise et exprima son désir de parler de quelque chose, c'était la raison pour laquelle elle était venue. Le héros demanda de quoi sa sœur voulait parler. La jeune fille avoua que depuis que son père rendait visite au garçon, il avait attiré l'attention des autres membres de la fratrie. La sœur prit son frère par la main et lui dit que lorsqu'il quitterait le château de Storm, la famille commencerait à le surveiller de près. La jeune fille prit un air sérieux et demanda au héros de ne pas s'impliquer dans le conflit familial. La sœur souhaitait sincèrement que le héros ne soit pas blessé à cause de la coutume de leur famille. Le héros fut surpris et comprit que c'était la raison pour laquelle elle avait quitté la guerre pour le trône. Le garçon s'inquiétait maintenant de savoir pourquoi la fille n'était pas venue dans sa vie antérieure. Au départ, il pensait qu'il n'était pas digne de lui parler. Mais après avoir vu le visage troublé de sa sœur, il comprit. Dans sa vie antérieure, personne ne le considérait comme un rival. Jin remercia sa sœur, mais s'empressa de la serrer dans ses bras, car il n'avait pas l'intention d'abandonner le jeu. La jeune fille prit la parole et demanda au héros d'abandonner, mais ce dernier resta inflexible. Il a avoué qu'il avait déjà été attaqué, ce qui a vraiment surpris et mis en colère la jeune fille. Le héros dit que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, et la fille demande qui a osé faire cela à son frère. Elle était enragée, ce qui fit craquer la vaisselle et commença à salir la pièce de son aura. La fille à la vidéo incroyablement sinistre a demandé le nom de la personne qui essayait de blesser le héros. Jin avoua qu'il ne connaissait pas le nom de celui qui avait tenté de le faire. Le héros s'est empressé de rassurer sa sœur et lui a dit que même si la tentative avait été faite, il allait parfaitement bien. Sa sœur finit par se calmer après que le héros eut exprimé sa joie de voir que tout le monde dans la famille ne voulait pas sa mort. Elle serra Jin dans ses bras. La jeune fille était attristée que le héros ait déjà été entraîné dans ce conflit. Le héros fut surpris que Luna se révèle être une personne incroyablement gentille. La jeune fille changea de sujet et dit qu'en vacances, il ne fallait pas parler de choses tristes. La fille savait que c'était l'anniversaire du héros. La sœur dit qu'elle était venue féliciter le héros et fouilla dans sa poche. Elle en sortit un pendentif. Luna demanda au garçon de lui tourner le dos pour qu'elle puisse lui mettre le pendentif. La jeune fille expliqua que ce n'était pas n'importe quel pendentif et que si le garçon était en danger, il n'avait qu'à briser la pierre et elle viendrait à la rescousse où qu'elle soit. La jeune fille souhaita un joyeux anniversaire à Jen. La sœur apporta un gâteau. Elle a nourri le héros avec une cuillère. En voyant une telle relation entre frère et sœur, Nani était très heureuse. Luna était sur le point de partir et elle a dit au revoir à son frère. Jin lui dit au revoir et dit à sa sœur de prendre soin d'elle. Le dragon salua le héros nouvellement arrivé et lui demanda immédiatement ce qu'était le pendentif. Jin lui dit que c'était un cadeau d'anniversaire. L'homme dit que la personne qui avait offert un tel cadeau aimait beaucoup le héros, car l'objet n'était pas simple. Il s'agissait d'un artefact du roi démon Orgal. Il y a 1000 ans, des gens ont risqué leur vie pour s'emparer d'un de ces artefacts. Le dragon expliqua que le pendentif était précieux car il résistait à la magie en dessous du 5e cercle, augmentait le mana et avait très probablement une capacité d'invocation. Le héros remarqua que le dragon en savait beaucoup sur l'objet,
et le dragon devint très fier car il vivait à l'époque. Le dragon remarqua un homme très fort qui était déjà parti et demanda si le cadeau venait de lui. Le héros répondit que c'était sa sœur et que oui, c'était son cadeau. Le dragon dit aussi qu'elle avait probablement remarqué son énergie. Le héros prit le gâteau car il était sûr que sa sœur n'avait aucune raison de le dire à qui que ce soit. Le dragon dit qu'une telle chose est donnée à ceux qui sont les plus proches de lui, il était sûr que sa sœur protégerait toujours le héros. Un peu plus tôt, la jeune fille avait remarqué l'énergie, elle supposait que son frère préparait quelque chose et préférait faire semblant de ne rien savoir. Le dragon se délectait du gâteau. Un air de mépris se lisait sur le visage du héros. La sœur, elle, était déterminée à rester toujours aux côtés de son frère. Jin pensait que la vie au château serait ennuyeuse, mais il en fut autrement, au revoir et aux espoirs de son père. Le cœur du phénix de Sœur Marie. Une amitié avec Luna, et même une introduction au dragon du gardien de Murakan. Un garçon ne pouvait même pas rêver de cela dans une vie antérieure. Aujourd'hui, le héros a 10 ans. Il s'est battu contre un chevalier et a porté un coup que son adversaire a réussi à bloquer. L'adversaire voulut frapper. Mais le héros réussit à bloquer l'attaque. Le garçon s'avançait vers un adversaire plus grand que lui. Mais il bloqua facilement ses coups. Le chevalier regarda le héros avec un regard étrange. Le chevalier comprenait maintenant pourquoi le chef lui-même s'intéressait à Jin. D'après le regard du héros, il avait l'impression que le garçon évaluait s'il était apte ou non à devenir professeur. Le chevalier décida de mettre fin à l'entraînement. Il se tourna vers le héros. Le chevalier avoua qu'il était honoré de former Jin. Il promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour former le héros. Jin dit que dans ce cas, il s'en remettrait au professeur. Le héros regarde la bougie allumée. Il décida de mettre son doigt dans le feu. Un sourire apparut sur le visage du garçon. Nani s'inquiète pour Jin, mais le héros la rassure en lui disant qu'il a développé une résistance au feu. Nani dit que c'était la première fois qu'elle voyait l'effet du cœur de phénix. En fait, le héros n'a mangé que la moitié du cœur. Il avait l'intention de finir le reste dans quelques années. La nounou demanda de dire à l'avance au héros ce dont il aurait besoin, car il partait à l'aube. La jeune fille s'intéressa aux livres du héros. Elle lui demanda s'il pouvait les emporter pendant le voyage, ce que le garçon accepta, car il avait l'intention de les lire pendant le voyage. L'infirmière demanda si l'on pouvait emporter autre chose, mais le héros refusa. La jeune fille dit aussi qu'elle allait préparer un gâteau aux fraises pour Jin. Le héros se lève d'un bond de la table comme s'il se souvenait de quelque chose. Il dit à Nani qu'il allait faire une petite promenade et partit. Jin entra dans la chambre forte et ramena le dragon. Le héros dit qu'il partait demain, le dragon attendait ce jour avec impatience. Le garçon demanda comment il pouvait emmener l'homme avec lui. Le dragon répondit que Jin ne devait pas s'inquiéter. Il dit que même s'il était faible, ce n'était rien pour lui, personne ne le remarquerait. Le héros fut surpris de voir que le dragon était faible, et il dit qu'il était impossible de ne pas être faible après un rêve de 1000 ans. Le héros demanda si le dragon pouvait retrouver ses pouvoirs et il répondit par l'affirmative, ce qui est compréhensible. Il dit fièrement qu'il est un gardien. Le dragon dit au héros de devenir un puissant mage épéiste, et le héros s'intéressa aux paroles du dragon sur la façon dont les Rankandel avaient l'habitude de manier la magie. Dans une vie antérieure, le héros avait entendu dire par un être supérieur que sa famille avait l'habitude de manier l'épée et la magie. Aujourd'hui, il l'avait oublié. Le dragon révéla que la famille du héros avait renoncé à la magie à cause d'un traité humiliant signé il y a 1000 ans. Le dragon avoua que même s'il était un gardien, personne ne serait heureux de le voir revenir. Mais si cela s'était produit il y a 1000 ans, ils auraient été vénérés. Une fois de plus, le héros réagit sans émotion aux paroles du dragon. Le dragon dit qu'il se cacherait bien pour qu'ils puissent partir ensemble. Le héros dit qu'il s'inquiétait de l'endroit où dormait le dragon, car si quelqu'un trouvait la chambre forte, elle serait vide. L'homme était en colère,
car il était fier et était lui-même le dragon des ombres. Le héros retira la main du dragon et ce dernier lui dit. Il allait jeter une illusion, mais comme il était faible, elle ne durerait pas longtemps. Il est vrai que le dragon avait l'intention de retrouver rapidement ses pouvoirs, il ne voyait donc pas cela comme un problème. Jin remercia l'homme. Le héros lui dit qu'il avait un cadeau pour lui. Le cadeau, cependant, était une tarte faite avec les premières fraises de l'année et un peu de vin que le garçon avait volé. Le dragon était incroyablement heureux d'un tel cadeau, il se mit même à baver. Le dragon était maintenant de bonne humeur et demanda à être présenté à la nounou. La nounou fit part de ses inquiétudes au héros et lui dit qu'il devait être prudent. Jin lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il investira tout ce qu'il peut. Les chevaliers Jérôme et Holz arrivèrent et firent entrer le jeune seigneur. Ils étaient les gardes du héros et celui-ci leur a dit qu'il leur ferait confiance. Tout le groupe se mit en route. Ils se dirigeaient vers le carrosse. Tout en marchant, le héros pensait que son voyage avait enfin commencé. Il se dirigeait maintenant vers le domaine de Rancandel, le jardin des épées. La calèche était en route. Nani regardait avec nostalgie par la fenêtre et se plaignait des fortes chutes de neige. La jeune fille dit qu'il faudra refaire la neige au village, car la route sera emportée. L'infirmière dit aussi que s'il y avait trop de neige, il ne pourrait pas se téléporter. Soudain, le carrosse s'ébranle. Les gardes disent qu'ils sont tombés dans une embuscade et ordonnent au héros et à sa nourrice de rester à l'intérieur. La nourrice dit au héros que les chevaliers étaient du 7e rang et que tout irait bien. Ils ont été attaqués par un détachement d'une vingtaine d'hommes, il y avait des mages, des guerriers, peut-être même des archers. La fille dit qu'il était peu probable qu'il y ait quelqu'un de plus de 20 rangs, le héros devint nerveux. Jin dit à Gilly de sortir immédiatement de la voiture. La jeune fille ne comprit pas, mais le héros expliqua qu'en aucun cas les chevaliers ne devaient la laisser sans surveillance. Quelqu'un devait rester, après ces mots, le visage de la jeune fille changea immédiatement. Elle supposa que l'un des deux était un traître ou un imposteur. Jin dit qu'il était plus probable que quelque chose ait été placé dans le carrosse et qu'il devait partir. La jeune fille dit qu'elle comprenait. Nani se couvrit d'une aura et dit qu'elle protégerait le héros. Prenant le garçon dans ses bras, la jeune fille se libéra du carrosse. Ils commencèrent à reculer. L'infirmière dit que dès leur arrivée, elle recevra la punition qu'elle mérite, et le héros la rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu d'y penser. Le héros a dit qu'il devait repartir, car il était déterminé à s'assurer d'une chose. Le type a émis l'hypothèse que l'embuscade avait peut-être été tendue par leurs alliés. Ce qui gênait le héros, c'était qu'ils ne l'avaient pas poursuivi, il n'avait pas l'air d'être leur cible. L'homme aux cheveux rouges ordonna à ses hommes de retrouver Jin. La nounou et le héros regardaient la scène. Les hommes qui les attaquaient étaient une famille d'Utah qui faisait partie de la famille de Mage-Mittel. Et une escouade à la solde du roi noir. Le mage repéra le héros et sa nounou et cria à ses alliés. Les alliés du héros avaient l'intention de le protéger. Le capitaine de l'escouade du roi noir arriva. Le héros regarda les chevaliers et comprit qu'il ne s'agissait pas de traîtres mais d'imposteurs, car s'ils avaient été du 7e rang, ils l'auraient facilement fait. Les chevaliers pointèrent leurs armes. Nani leur cria dessus et leur demanda ce qu'ils voulaient. L'ennemi sourit. Il n'avait pas l'intention de dévoiler ses intentions à ce cabotin de rancunier. Nani demanda ce que lui et Jin feraient, le héros répondit d'en tuer un. Et de couper les mains de l'autre et de l'amener au héros. La jeune fille exécuta immédiatement l'ordre du jeune maître. Elle s'approcha de l'ennemi et le frappa d'un coup sec. Le second traître vit la mort de son partenaire et prit peur. Il tenta d'attaquer, mais perdit rapidement son bras. La jeune fille continua d'attaquer, et bientôt le second bras de l'ennemi fut également sectionné. Le chevalier gisait sur la neige sans ses deux bras. La jeune fille le regarda d'un air narquois et le traîna jusqu'à Jin. Elle le supplia devant le garçon. Le héros lui expliqua que pour devenir nounou, il fallait être un guerrier de 7e rang au minimum. Le héros dit que s'il voulait le tuer,
Ils auraient dû envoyer plus de chevaliers de haut rang. L'ennemi, quant à lui, a commencé à crier, il a dit que ce n'était qu'un avertissement et que leur famille était sur le point de disparaître. Le héros dit qu'il comprenait et qu'il voulait la même chose. Il déclara avec une vidéo terrifiante que le règne des Rancandel allait prendre fin et que le règne de Gênes Rancandel allait commencer. L'ennemi était incroyablement en colère. Il cria gloire à la grande famille Ziple. L'esprit de Gênes devint immédiatement vide. Il s'agissait de la célèbre famille de mages qui régnait sur l'autre moitié du monde, le Ziple. Contrairement aux Rancandel, qui perfectionnaient leur maîtrise de l'épée, ils perfectionnaient leur magie. Il y a 1000 ans, les Ziple et les Rancandel ont conclu un pacte humiliant qui interdisait l'usage de la magie dans la famille Rancandel. Le héros se demanda qui oserait faire une telle chose, et il s'avéra qu'il n'y avait que des messagers Ziple. Jin dit de demander le corps de l'ennemi quelque part car il ne servait à rien de lui parler. L'ennemi a crié pour se faire tuer et l'infirmière l'a emmené. Le héros se dit qu'il ne s'agissait probablement pas d'un ordre de la part des Ziple les plus haut placés, mais que leurs subordonnés faisaient ce qu'ils voulaient. Le héros se demanda si les déguisements habituels ne pouvaient pas tromper un guerrier de 7e rang, puis il supposa que c'était l'œuvre d'un salaud. La jeune fille dit au héros qu'elle a fait ce qu'il lui a demandé. Le héros s'approcha de l'homme aux cheveux roux et lui demanda s'il était le capitaine de l'escouade du Roi Noir. Le héros remercia l'homme d'avoir réussi à survivre en détournant l'attention de l'escouade. Jin dit à l'homme de s'occuper de la porte de téléportation, il dit aussi qu'il recevrait une récompense de la part de sa famille. Le chevalier fut surpris par l'immense confiance de Jin, qui n'avait que 10 ans. L'homme réfléchit même aux paroles du héros. Il avait promis de diriger sa famille. Aujourd'hui, il se dit que ce n'était peut-être pas qu'une fantaisie d'enfant. Le commandant ordonne à ses hommes de surveiller leur comportement. Les hommes ne comprennent pas vraiment pourquoi ils font cela, mais le commandant leur rappelle qu'il s'agit d'un ordre. Nani dit au capitaine qu'ils sont prêts à partir. L'homme, visiblement nerveux, déclara qu'il était temps pour eux de partir. Ils marchèrent jusqu'à la montagne enneigée, discutant de l'opportunité de laisser les corps de leurs ennemis sur place. Le héros dit que cela servirait de leçon à ceux qui voudraient faire la même chose. La nourrice dit qu'ils atteindront le village dans 2 heures. Le héros se tourna vers la nounou car il avait remarqué qu'elle était un peu étrange. Le héros dit à la fille de ne pas s'inquiéter de ce qui s'est passé, car même Anne, le chevalier de 9e rang, n'a rien remarqué. Le héros dit à la jeune fille de se calmer, car elle n'était qu'un chevalier de 7e rang. La jeune fille s'excusa abondamment. Le héros se dit qu'elle était exactement la même que dans sa vie précédente. Le destin de chaque nourrice du Rancandel est lié à celui de l'enfant qui lui est confié. Gilly avait également été sa nounou dans une vie antérieure. Le manque de talent du héros l'a tout autant affecté. Cependant, la jeune fille n'a jamais blâmé le garçon, car lorsque le héros a été banni, la nounou a également été mise à la porte. Malgré tout, elle se contenta de baisser la tête et de s'excuser de ne pas avoir pu servir correctement le héros. Le héros n'avait pas l'intention d'être dur avec la jeune fille, même s'il était certain qu'elle devrait se calmer. La jeune fille se tourna vers Jin et lui dit qu'elle accepterait n'importe quelle punition. Le héros ordonna à la jeune fille d'arrêter de se blâmer. Il lui dit que tant que Gilly était sa nounou, elle était sa seule gardienne. Le héros a dit que si elle continuait à s'inquiéter pour rien, cela causerait beaucoup de problèmes à l'avenir. Jin dit qu'il ne le répétera pas 2 fois. La fille a humblement dit que cela ne se reproduirait plus. La jeune fille se demanda à quel point Gênes tenait à elle. Elle était déterminée à protéger le héros, car il essayait de faire son bien. La jeune fille était très motivée et le héros était heureux que Gilly lui ait remonté le moral. Les portes s'ouvrirent. L'homme se dirigea vers le comptoir et commanda 2 chambres. Le héros, quant à lui, s'interroge sur le suspect de ce qui s'est passé sur la route. Bubar Gaston, le magicien de la réincarnation, était probablement impliqué. Les dragons sont également doués pour la réincarnation, mais même eux n'y parviennent pas parfaitement. Bubar est le seul au monde à pouvoir le faire.
Il a utilisé sa magie pour causer d'énormes dégâts et ravager le monde. Le héros se rendit compte que si cet homme était vraiment impliqué, les choses seraient beaucoup plus compliquées. Le héros était soulagé de ne pas avoir fait grand-chose jusqu'à présent. Jin pensa que dans sa vie antérieure, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, cet homme avait été arrêté et qu'il aimerait maintenant le rallier à sa cause. Mais son plan n'allait pas se réaliser, cet homme avait déjà pointé une épée sur lui une fois, leur coopération était désormais impossible. Le héros bâillait déjà, bien qu'il continuât à réfléchir aux questions difficiles. La nounou dit qu'elle garderait Jin à l'extérieur et vit le garçon fatigué s'endormir profondément. Il était allongé dans la position la plus inconfortable possible. La jeune fille en fut très satisfaite. Le chat remua la queue. On entendit le miaulement du chat à l'extérieur de la fenêtre. Le bruit réveilla le héros qui fut surpris de s'être évanoui. Même si Jin s'était entraîné très dur au château, ce genre d'effort était trop important pour un enfant de 10 ans. Jin tourna son attention vers la fenêtre, où l'on pouvait voir un chat noir. Soudain, son visage se tordit, il n'arrivait pas à y croire, mais son instinct lui disait une chose. Il se souvint des paroles du dragon qui disait qu'il pouvait être près de lui et que personne ne saurait rien de lui. Jin s'adressa au chat. Le dragon était en colère. Jin le fit entrer et lui dit qu'il était incroyablement surpris de le voir ainsi. Le héros dit qu'il pensait que le dragon deviendrait l'un de ses serviteurs, comme un garçon d'écurie. De rage, le dragon reprit sa forme humaine et hurla sur le garçon. Son pied s'est accroché à un carreau et il est tombé bruyamment. L'infirmière est entrée en courant dans la chambre, prête à tuer le fauteur de troubles. Voyant l'inconnu près du jeune homme, son aura la couvrit immédiatement et elle était prête à attaquer. La jeune fille saisit le dragon et le menaça de son arme, lui ordonnant de lui dire tout ce qu'il savait. Le héros, pour tenter d'arrêter Gilly, l'appela par son nom. Le dragon changea alors de visage. Il se leva et dit d'un air amoureux qu'il était très heureux de rencontrer sa tarte aux fraises. Le visage de Gilly exprimait le plus profond mépris. Le héros était très déprimé de voir ce qui s'était passé. Le héros décida de présenter l'homme qui se trouvait dans la pièce, à savoir le dragon noir de Murakan. Jin voulait aussi présenter sa babysitter, mais le dragon savait déjà qui c'était et était ravi. La jeune fille s'inclina et s'excusa pour son comportement, le dragon dit à la fraise de ne pas s'incliner car il ne pouvait pas être offensé par elle. Gilly demanda pourquoi on l'appelait ainsi, le dragon expliqua que c'était parce qu'elle faisait les plus délicieuses tartes aux fraises. Gilly se rendit compte que c'était la raison pour laquelle le héros lui avait demandé ces tartes. Le héros décida de tout raconter à la nounou. En entendant l'histoire du garçon, la fille fut attristée de ne pas en savoir autant sur Gina. Le héros s'est excusé auprès de la jeune fille. Mais quand elle apprit que le héros avait un contrat avec un être suprême et qu'il pouvait utiliser la magie, elle fut très heureuse. Le héros demanda à la jeune fille de ne pas révéler ce qu'elle savait. Le dragon lui dit de ne pas s'inquiéter car il est toujours là pour le héros et elle le remercie. Gilly s'interrogea sur le bruit qu'elle avait entendu, elle pensait qu'il provenait de la transformation, mais il s'avéra que c'était un peu différent. Le dragon venait de tomber. Nani s'inquiéta immédiatement car elle n'était plus sûre de pouvoir lui faire confiance. Le groupe arriva devant la porte de téléportation du Mytel. Le commandant remercia la nourrice pour ce qu'ils avaient appris. Il dit aussi qu'il avait hâte de voir le héros grandir. Il lui demanda également s'il pouvait lui poser une question personnelle. Lorsque la jeune fille répondit par l'affirmative, il lui demanda pourquoi, avec un tel talent, elle avait décidé de devenir nounou pour la famille Rancandel. Gilly a répondu que ce n'était pas important et que cela ne l'intéressait pas. Le commandant s'est excusé pour sa question. Ils quittèrent le groupe et se dirigèrent vers la porte. Là, on leur demanda de se présenter. Nani montra le badge de la famille Rancandel et indiqua la destination. L'homme qui travaillait là s'est comporté très poliment et a dit qu'il leur donnerait les meilleures places. Ils devaient attendre 2 heures et ils pourraient être à la maison en un rien de temps. L'infirmière se tourna vers Jen. La jeune fille était très inquiète à l'idée que le héros puisse utiliser la magie.
Le héros la rassure et lui dit qu'il pourra la cacher. Le héros et la nourrice firent demi-tour. Là, ils virent un homme avec une cape ornée d'un dragon d'or. Il avait des cheveux blancs. Derrière lui, il y avait 2 grands hommes qui gardaient l'enfant. Le héros savait que cet homme appartenait à la famille Ziple. En regardant de plus près, Jin se rendit compte que l'homme assis en face de lui était familier. Il regarde le héros avec amusement et lui dit qu'il hésite à se téléporter. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à voir une telle racaille dans cet endroit. Il a également dit que le cil était mignon. Il a commencé à attirer le chat vers lui pour le caresser. Et le chat lui a griffé la main. Les gardes ont immédiatement voulu tuer l'animal, mais le garçon les en a empêchés, disant que c'était de sa faute. Le garçon a lui aussi hésité. Il a essayé de provoquer le héros et a fini par être simplement ignoré. Il se leva de son siège et s'approcha du héros. Il se présenta sous le nom de Vradin Ziple, après s'être excusé de son impolitesse, tendit la main au héros. En entendant le nom du garçon, le héros se souvint. Il s'agissait d'un mage ingénieux qui deviendrait probablement le prochain chef de la famille Ziple. Le héros avait auparavant pensé que les capacités de cet homme étaient inaccessibles, mais maintenant la situation était un peu différente. Jin avoua qu'il était lui aussi intéressé par l'identité du garçon, et dit qu'il était très heureux qu'il ne soit pas un parfait idiot. Le garçon demanda à Jin pourquoi il pensait ainsi, et ce dernier répondit que si ses gardes avaient osé dégainer leurs épées, ils seraient morts et le garçon se serait retrouvé sans une paire de doigts. L'homme se mit immédiatement à rire et déclara que les plaisanteries des rancandiers étaient suffisamment cruelles. Jin prit un air étrange et dit que ce n'était pas une blague. Ziple devint nerveux, il dit que si le héros rencontrait quelqu'un de sa famille, il ne devrait pas couper les doigts de quelqu'un, car cela apporterait des ennuis aux 2 familles. Le héros décida de tout expliquer en termes très simples. Les chefs de famille ne déclencheraient pas une guerre pour une querelle d'enfants. Le garçon réfléchit. Il admit que les paroles du héros étaient vraies et remercia Jin de lui avoir appris quelque chose. Le héros dit que le garçon pouvait rembourser maintenant, et il demanda ce qu'il devait faire. Jin dit qu'il souhaitait que Ziple se tienne tranquille jusqu'à ce que la porte soit activée, et qu'il n'interfère pas avec son repos. Le garçon, quant à lui, s'est illuminé en voyant le héros. Il était très curieux de savoir qui le héros allait devenir et n'hésitait pas à le montrer, tandis que les gardes lui demandaient de ne pas perdre la face. Jin était très déprimé par le comportement du garçon, qui n'était pas à la hauteur. La téléportation est annoncée pour commencer. On les avertit qu'elle peut provoquer des maux de tête et des nausées. Le garçon s'est levé d'un bond et a dit qu'il attendait avec impatience leur prochaine rencontre. Jin, quant à lui, a dit qu'il espérait que cela n'arriverait jamais. Le héros arrive à destination. Il est accueilli par Pedro, l'autre gérant de la maison. L'endroit était très beau, on pouvait voir l'endroit où le héros avait autrefois brandi une lame appartenant à la tête. C'était le château principal des Rancandel et aussi le jardin des épées. Le jardin des épées était un endroit où les personnes qui avaient contribué à la famille pouvaient laisser leur épée. Dans une vie antérieure, un héros avait rêvé qu'à sa mort, il y laisserait son épée. Bien qu'il se souvienne du passé, il était très faible, ni chef, ni lame. Le héros savait qu'aujourd'hui, la situation était très différente. Pour l'instant, sa vie dans cet endroit sans valeur prendrait un sens. Le héros arrive à l'endroit où l'attendent déjà ses frères, ses sœurs et son père. Sa mère salue le héros. Jin lui rendit son salut. Le père s'intéresse au chaton sur l'épaule du héros. Le chef demanda si le héros avait recueilli un chat errant et Jin répondit qu'il l'avait adopté. Le père s'intéressa au fait que le héros avait corrigé les paroles de son père. Il a dit qu'il était heureux que le héros sache reprendre les mots, car c'est ainsi qu'un vrai Rancandel devrait répondre. La mère prit le chaton et lui demanda son nom. Le héros appela le chat Mot Rancandel. Les frères s'indignèrent aussitôt, car on ne doit pas donner son nom de famille à un animal. Le chef leur demanda d'arrêter l'épreuve de force. Le père demanda au héros pourquoi il avait donné un tel nom au chat.
Gênes répondit qu'il lui avait donné ce nom parce qu'il était prêt à en être responsable. Le garçon dit que même s'il s'agissait d'un chat ordinaire, c'était le premier qu'il avait adopté, et que son nom devait donc être significatif. Le père dit que les paroles du garçon étaient drôles et lui demanda s'il comprenait la signification de leur nom. Le héros a répondu qu'il la comprenait et a promis que quiconque tenterait de lui faire du mal le paierait. Le père dit que le garçon a un talent pour trouver des ennemis. Il désigne la famille et demande si le héros a vu qu'il le regardait. Jin répondit que c'était probablement le cas, mais qu'il avait aussi un autre talent, celui de se débarrasser de ses ennemis. Son père fut incroyablement satisfait de cette réponse, il demanda à ses autres enfants d'être plus prudents. Au cas où il voudrait se débarrasser de cet enfant. 4 ans passèrent, c'était l'été, le héros avait déjà 14 ans et était chevalier de second rang. L'homme dit que leur entraînement était terminé, le héros fut surpris de voir que ce n'était que l'entraînement du matin. Garon rappela au héros que sœur Luna voulait l'entraîner. Le héros l'avait oublié, il décida donc de prendre une collation avant l'entraînement. Garon lui demanda s'il accepterait de déjeuner à nouveau avec les cadets et il répondit que ce serait mieux que de jouer à l'épée avec sa famille. À ce moment-là, l'homme était en train de prendre de la nourriture. Il se tourna vers le héros et lui apporta de la nourriture. C'était Belem Schmitz, il avait 13 ans et était un roturier. Plus précisément, à cause d'un retard dans son entraînement, il avait été déchu de son rang et banni. Jin demanda à son ami si la nourriture était bonne. Il commença à exprimer sa gratitude à Rankamblam pour la nourriture savoureuse. Le héros lui fait remarquer que le garçon a déjà dit cela hier et lui demande s'il a appris les mots par cœur. Jin dit à son ami de se comporter plus prudemment, car c'est à cause de sa nature bavarde qu'il est méprisé. Jin lui a dit d'être plus confiant, car il est un chevalier cadet de la famille Rankandel. Il fut immédiatement découragé, car ses notes étaient très mauvaises et il n'avait même pas atteint le premier rang, et le héros lui dit que même devenir cadet n'était pas facile. Jin déclara que son ami était meilleur que ses pairs qui n'avaient pas réussi à arriver jusqu'ici. En voyant un homme aussi pur et sincère, le héros comprit pourquoi il était victime de brimades. Mais le héros n'arrivait pas à comprendre comment un tel homme, dans sa vie antérieure, était devenu un tueur impitoyable. Le héros, lorsqu'il découvre le suicide de cet homme dans sa vie antérieure, est bouleversé. Un ami interrompt les réflexions du héros et lui dit qu'il n'a pas faim et qu'il peut prendre la nourriture pour lui. Le héros était maintenant déterminé à veiller personnellement à ce que le jeune homme ne soit pas mis à la porte. Le héros n'avait pas l'intention de répéter les erreurs du passé. Le héros marchait et réfléchissait à ses capacités, il avait un niveau 2 de libération de la magie de l'ombre, un niveau 2 de maniement de l'épée et un niveau 4 de mana. Jin comprit que pour l'instant tout se passait bien, et qu'il passerait bientôt à un 3e niveau de maniement de l'épée. Sa sœur salua son frère bien-aimé et lui annonça qu'ils allaient poursuivre leur dernière séance d'entraînement. La jeune fille lui dit que cette fois-ci, ce serait un peu différent. Elle déclara que le cœur d'un héros était ses yeux et qu'il devait regarder avec son cœur. Jin n'avait jamais entendu parler d'un tel entraînement, mais il n'avait pas le choix. La jeune fille lui expliqua qu'il était très important pour les personnes vivant de l'escrime d'ouvrir leur vision intérieure. La sœur lui dit de ne pas ouvrir les yeux. Le héros pensa que seuls les chevaliers du 7e rang pouvaient maîtriser le souffle intérieur. De plus, la vision intérieure s'obtient normalement en dissipant l'aura, mais lorsque sa sœur était là, il ne pouvait pas le faire. Néanmoins, Jin décida de faire confiance à Luna et de faire ce qu'elle disait. La sœur complimenta le héros et lui dit qu'il pouvait y aller. La jeune fille pensait que le héros s'occuperait rapidement de la situation, mais il dépassait ses attentes à chaque fois. La sœur était sûre que le héros serait capable de comprendre les choses dans quelques années. Luna sourit et se dit que son frère allait continuer à grandir. Le héros retourna sur le terrain d'entraînement. Le reste des cadets se tenait là. Le professeur annonça un combat décisif, celui qui obtiendrait une bonne note le plus rapidement deviendrait un chevalier grimpeur. Le professeur expliqua au héros que c'était aussi un moment important pour lui, car Rose avait promis que si le héros battait 10 adversaires,
il pourrait commencer à s'entraîner dans un groupe avancé dès l'année prochaine. Jin reporta son attention sur son ami, qui était incroyablement nerveux. Le héros se demandait ce qu'il devait faire pour éviter que son ami ne soit expulsé. Le professeur annonça que chacun aurait 3 combats. Les 10 premiers se battraient en tête-à-tête avec Jin. Le combat commence. Le professeur donne des instructions aux élèves. Un autre combat commença, où le garçon prit immédiatement l'initiative. Le combat se termina par une victoire, très facile pour le héros. Mesa sortit ensuite, le héros savait qu'elle était l'une des rares à terminer l'entraînement. La fille promit de battre Jin et il dit qu'il était impatient de le faire. Le combat commença, la fille donna un coup de poing que le héros bloqua. Le héros comprit qu'il était impossible que la fille puisse le battre, même si elle était plus forte que dans sa vie précédente. Le héros para l'attaque. Il commença à donner un grand nombre de coups à la fille, qui les bloqua tant bien que mal. Mesa remarqua que le héros frappait avec des coups de poing normaux, bien qu'il ait déjà battu avec d'autres techniques auparavant. La jeune fille n'arrivait pas à comprendre, mais après réflexion, elle comprit. Elle pensait que le héros la sous-estimait. Elle rassembla ses forces et frappa fort. Les autres élèves qui regardaient le combat étaient choqués. Le héros continuait à bloquer les attaques de la jeune fille. Celle-ci sauta, se préparant à porter un coup violent, mais le héros abattit facilement son épée. Avant que la fille ne comprenne ce qui s'est passé, le héros lui a mis son arme sous la gorge. Jin déclara que le combat était bon. Le garçon regarda lui aussi sa lame et réalisa qu'elle n'était plus adaptée au combat. La fille se rendit compte que toutes les attaques du héros étaient concentrées sur un seul point de sa lame. La fille se tourna vers le héros et promit de se consacrer entièrement à l'entraînement pour vaincre le héros à l'avenir. Après cette bataille, le héros continua à enchaîner les victoires. Grâce à leur combat, tout le monde se rendit compte qu'ils ne pouvaient pas gagner et furent écrasés. Le héros venait de vaincre son 10e adversaire, mettant fin à son duel. Le professeur a félicité Jin pour son passage dans le groupe avancé à partir de l'année prochaine. Le professeur a dit qu'il pouvait s'arrêter là et aller déjeuner. À une dizaine de minutes de la fin de la compétition, le héros demanda un dernier combat. Il prononce le nom de son ami. Bello devint nerveux et le héros lui ordonna d'entrer dans l'arène. Il commença à refuser, mais le héros lui rappela que ce n'était pas une façon pour lui de survivre dans la famille Rancandel. Le héros lui ordonna de s'avancer et de se battre, puis il le détruisit.